Liminaire. Il a été aperçu mouillant dans de nombreuses baies autour du monde. Hypothèse numéro 1, l'accident. Hypothèse numéro 2, la famine. Hypothèse numéro 3, l'empoisonnement alimentaire. Hypothèse 4, la maladie. Hypothèse 5, les vents. Hypothèse 6, l'assassinat. Interrogatoire d'un suspect mené par Charles Baudelaire. Il a été aperçu au large de nombreux caps autour du monde. Hypothèse numéro 7, le sabordage. Hypothèse numéro 8, la mauvaise rencontre. Interrogatoire d'un suspect mené par William Shakespeare. Hypothèse 9, la malchance. Hypothèse 10, le continent fantôme. Il a été aperçu mouillant dans de nombreuses anses autour du monde. Hypothèse numéro 11, la mutinerie. Hypothèse numéro 12, l'attaque d'un animal marin. Hypothèse numéro 13, le phénomène inexpliqué, etc. Je continue. Hypothèse numéro 21, la pré-révolution. Hypothèse numéro 22, le suicide. Puis des addendums, des raisons sérieuses et fondées qui permettent d'avancer que Monsieur de la Pérouse aurait pu survivre au naufrage de son expédition. Donc de quoi il s'agit? D'une enquête. Alors ce qui est complètement intéressant, c'est que là, ça s'appelle sommaire, mais il n'y a pas de page, c'est pas une table des matières. C'est juste un prologue, une annonce. Et cette liste, qu'on suppose avoir été constamment retravaillée, réorganisée, développée, elle est exactement ce qu'ensuite on va faire. C'est-à-dire, on vous annonce la couleur. Hypothèse numéro 12, à l'hypothèse 12, l'attaque d'un animal marin. Et qu'est-ce que j'ai? Eh bien, une suite des plus célèbres monstres marins que comporte la littérature. Hypothèse numéro 12, l'attaque d'un animal marin. Son navire aura pu être attaqué par un animal marin, seul ou accompagné. Plusieurs spécimens répondent parfaitement au profil de l'agresseur. Le cérite géant, dont un individu vivant de plus de 70 cm de longueur a justement été trouvé près de l'Australie et qui fait maintenant partie de la collection du musée de M. Delessert à Paris. Imaginez un banc d'un tel animal, puisqu'il fait que 70 cm de long, s'agrippant à la coque d'un navire. Celui-ci s'alourdit, prend de la gîte et finit par sombrer. Le tridagde, ou grand bénitier de 300 kg, comme on peut en voir un exemplaire dans le trésor royal de François Ier, lequel spécimen lui fut offert par la République de Venise. Un tridagde affamé d'une telle dimension ne ferait qu'une bouchée d'une frégate française. Le kraken, ou calamar gigantesque. Et puis ça continue, la sèche géante. Le rémora, dont le nom scientifique Echeneis remora cache bien la vile nature de la chose. Le surnom que lui prêtent les marins est révélateur. L'arrête-vaisseau, cool vaisseau devrait-on dire, le grand bouc à vide, le tétrodon, le squale affamé, le serpent de mer, nous pourrions citer Isaïe. Et ça continue, et ça continue. Alors la Pérouse, ça vous dit quelque chose? Eh bien, donc c'est un livre d'Anne James Chatton, et sur le site des éditions POL qu'il édite, vous savez que Jean-Paul Hirsch, systématiquement, quand l'auteur vient faire son service de presse, il le plante devant son appareil et l'auteur répond à des questions. Jean-Paul enlève les siennes et puis lit aussi quelques pages. Et depuis le temps qu'il le fait, je sais pas, il doit y en avoir 400, 500. C'est une mine formidable pour le travail de la littérature contemporaine. Eh bien, quand c'est Anne James qui passe au grill, il commence par ça. Il était à Tanger. Vous connaissez Tanger, cette rencontre de l'océan brutal, on est en surplomb, et puis cette vieille Méditerranée dont on sait bien tout ce qu'elle baigne, et puis qui se rassemble là, dans ce goulet si étroit. Il dit, j'étais à Tanger, et cette idée du naufrage de la Pérouse, ne rien savoir de ce qui s'est passé, d'une aventure humaine, sauf cette conjonction dans le nom, et que j'étais là, devant la mer, et que tout d'un coup, c'était l'obsession d'un livre. Et je crois que chacun d'entre nous, moi ça s'appellerait Saint-Kilda, ce projet-là, on a ces espèces de rêves qu'on réalise maintenant, qu'on réalisera dans un délai non précisé, mais qui sont des choses qui vous mettent en mouvement sur le profond, sur le centre. Alors qui c'est Anne James Chatton? Si vous le cherchez sur YouTube, vous trouverez un extraordinaire performeur, quelqu'un qui est venu de la scène punk
Bon, d'accord, il y a un peu de cigarette dans sa voix, mais c'est ce qui lui permet que sa voix soit raide. Et même quand il est avec deux guitaristes comme Thurston Moore de Sonic Youth, eh ben, sa voix passe tout droit à travers ça. Et c'est un de ceux qui est venu à ses performances sonores. Alors, par exemple, allez le voir sur Instagram. Et vous verrez que sur Instagram, tout ce qu'il met systématiquement, c'est tous ces tickets de caisse. Tu prends un café, un truc, tu vas au prix unique du coin, et puis au Monoprix, pardon, au Monop, et puis t'achètes une badoie, un fromage. Eh bien, c'est cette espèce de documentation qui fait, ça le résume. Ben non, justement, ça le résume pas. La scène, ces textes de documentation, et ce qui porte aussi de codage social, elle regarde passer les gens, c'est que j'en ai parlé plusieurs fois, je fais des ateliers d'écriture formidables avec ça, on a une trentaine de personnages féminins sur un peu plus d'un siècle, ces personnages féminins qui ont marqué l'histoire, ça va de Jacqueline Kennedy, Lady Di, Janis Joplin, ou Virginia Woolf, et puis on les suit sur un temps linéaire, et puis elles ne sont pas nommées. Ça veut dire qu'on est dans un récit qui décrypte, suit en temps réel, élague comme ça une bribe, un fragment de temps, et on finit par se dire, mais ça, parce que ça fait par chacune d'entre elles fait partie de l'inconscient, de l'histoire collective, de ce qu'on sait collectivement. Mais bien sûr, l'histoire dominante, elle, dans sa verticalité masculine, elle n'en fait pas, c'est toujours poussé sur les bords. C'est Rolling Stones, c'est pas Janis Joplin. Et dans ce livre, ce qui est formidable, c'est qu'on se passionne à mesure qu'on les reconnaît, mais à mesure, tout d'un coup, on découvre que ça colle plus. Ben oui, parce que le récit, sans marquer du tout le glissement, est passé à une autre. Et pour moi, c'est un livre qui déplace tant d'enjeux considérables, mais tout simplement sur les temporalités du récit. Et pour commencer par là, sur ces notions d'histoire commune, sur ces notions de représentation, ces gens si célèbres qu'on ne les connaît que par les images de journaux et puis, ou de télévision, et puis en même temps, dans leur intimité, qu'est-ce qui les amène au suicide ou à la perte. Alors, il y a 2 ans, donc c'était chez Vertical. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Vertical n'a pas continué avec lui? Peut-être qu'ils ne se sont pas rendus compte de l'importance de ce livre, qui pour moi est déjà un classique. En tout cas, celui-ci se trouve chez POL. Ça fait rien, c'est toujours des filiales Gallimard. Et j'ai bien insisté là-dessus, c'est-à-dire, il n'y a rien à voir entre ce livre et le Anne James Chaton. D'ailleurs, dans la vidéo de POL, quand Jean-Paul Hirsch lui demande de lire le livre, ce qu'il dit, mais j'ai du mal à lire à haute voix un livre, moi, il faut que je le retranscrive sous forme de partition musicale. Par contre, on a quelqu'un qui, par son expérience poétique, par son expérience scénique, met en avant le fonctionnement de langue. Et là, dans les 2 cas, ce qu'on a à faire, c'est ce qui est mis en avant et qui devient la narration. Et là, c'est une enquête. Et cette enquête, elle est multipliée par fragments. Chaque fois, elle vous laisse dans cette figure du naufrage. C'est-à-dire que non, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais chaque fragment d'enquête soulève, appelle, fait surgir des événements, des contextes, et cet ensemble de contextes devient la progression linéaire hallucinante, hallucinée du livre. Tout d'un coup, on a quelqu'un qui, par son héritage scénique, par son travail poétique, bien, tout d'un coup s'installe dans la narration et fiche un bon coup de pied dans la fourmilière tranquille. Et ben, ça fait du bien. Mais pour moi, on a quelque chose qui est une intervention majeure dans le champ de la narration. Alors en quoi, là, il est encore poète? Eh bien, précisément, par exemple, sur ces accumulations de lieux géographiques. Il a été aperçu mouillant dans de nombreuses baies autour du monde. Il a été aperçu dans la baie d'Isidore, d'Oak, d'Akawa, d'Acté, d'Ago, d'Alger, d'Alon, d'Ansando, d'Iandoti, de Butte de Cange, d'Eliot aux feuilles, d'Along, d'Angsou, d'Hervé, d'Ilo, d'Oire, d'Ov, d'Homme, d'Oul, de Kiel, de Naï, de Landelou, de Ligne, de Milne, de Pelle, de Somme du Vin, des Anges, mais il y en a d'autres, c'est-à-dire à chaque fois, il y a des listes de ports, il y a des listes de détroits. Est-ce que les noms des détroits peuvent ressembler au nom des baies? Il a été aperçu mouillant dans de nombreux golfs autour du monde. Il a été aperçu au large du golfe d'Aden, d'Ankoud, Beagle, de Beaune, Buchan, de Cook, de Fos, de Gênes, du Hon, d'Iana, d'Izmir, Jouan, de Couch, de Leyde, du Lyon, du Maine, Moreau, de Lobe, d'Oman,
Persic, Spencer, du Siam, de Taz, d'Egmort, d'Arabique. Et vous avez toujours un parcours par ordre alphabétique. Et quand vous arrivez au bout du premier ordre alphabétique, la boucle reprend, toujours par ordre alphabétique, mais avec une spirale qui traverse d'autres éléments. Rien que ça, je vous assure que c'est un plaisir. Alors moi, qu'est-ce qui m'intéresse ? Je vous ai dit qu'avec celui-ci, j'avais fait des ateliers d'écriture formidables. J'ai l'impression qu'avec l'affaire La Pérouse, je pourrais faire 2 jours de stage, par exemple. C'est-à-dire sur cette notion de l'enquête et sur cette notion de lister les éléments de possible enquête et puis arriver à travailler sur le fait que chaque élément, même s'il ne donne pas de réponse qui résoudrait l'énigme, eh bien tout d'un coup, on va être beaucoup plus près d'une énigme démultipliée. Et c'est fascinant. J'étais tout surpris de voir un chant, je commence à lire, c'est en italique, et puis tout d'un coup, c'est l'air qui revenait aussi. C'est en passant sur le pont de Morlaix, all away, all fellow away, la belle Hélène j'ai rencontré, all away, all follow the way, bien humblement les saluer, all the way, all follow the way, d'un beau sourire m'a remercié, all the way, all follow the way. Je sais pas comment on chantait ça autrefois quand on était dans les temps du folk, ça devait être plus harsh quand même. C'est la fille d'un capitaine nantais, all the way, oh follow the way, un matelot ne sera jamais, all the way, oh follow the way. Alors dans ma version c'était all the way, oh follow the way. Lui il a choisi all the way, hold fellow away. Bon, pourquoi pas. Le plus court, c'est hypothèse numéro 13, le phénomène inexpliqué. Là, c'est 3 lignes. Le phénomène inexpliqué est un phénomène que l'on ne peut pas expliquer, mais qui pourrait expliquer la disparition des navires de la Pérouse. Il y a un truc fabuleux aussi. Si la Pérouse... Alors, vous savez qu'il y a une île dans le Pacifique où... à force de recoupement, on a fini par retrouver quelques débris d'un des 2 navires de la Pérouse qui auraient coulé à cet endroit-là, tandis que des débris de l'autre, ils seraient repartis, et puis évidemment, ils ne sont jamais arrivés. Mais on a quand même une preuve matérielle dans cette île, en tout cas d'un événement tragique arrivé à l'expédition. Il y a un moment assez fascinant, c'est-à-dire c'est prendre la Pérouse, comment ça se prononce en anglais, et puis est-ce qu'on trouve des gens qui s'appellent comme ça? Et si je vais trouver en Nouvelle-Zélande quelqu'un qui s'appelle Ginger Pierce, eh bien peut-être que ça prouverait que la Pérouse s'est sauvée de son naufrage et a eu une descendance. Et bien, le pire, c'est que non seulement il en trouve un, mais que ce type-là, croyez-le, est poète. D'autres hypothèses. Hypothèse numéro 10, le continent fantôme. Se sera-t-il détourné de sa mission première, voulant explorer les terres australes à la recherche du continent méridional, passant outre aux recommandations du capitaine Cook qui, arrivé au point de latitude 25 ou 26 sud et de longitude 146 ouest, et considérant le témoignage de Pedro Fernandez de Queiroz, lequel vit vers le sud des nuages bas et très épais et un horizon très sombre avec d'autres signes connus d'un continent, en rejette les hâtives conclusions. Mais à supposer que ce soit vrai, des nuages bas et un horizon bouché ne suffisent certainement pas à annoncer un continent. Et Cook de poursuivre, cela me donne la certitude que nulle part une partie quelconque du continent méridional ne peut s'étendre au nord jusqu'à la latitude ci-dessus indiquée. Aussi aura-t-il poursuivi plus au sud et, l'Antarctique en vue, aura-t-il percuté un iceberg fatal, laissant au capitaine anglais William Smith la gloire de revendiquer la découverte de ce nouveau continent. Après quoi, des courants marins. C'est vrai, vous voyez comment on est aussi dans la tradition et du roman policier et du roman d'aventure. C'est-à-dire la notion de l'hypothèse. C'est-à-dire le roman policier, il fait feu de tout ce qui nous entoure, mais la technique du roman policier, à nous aussi de nous l'accaparer. Je trouve que peut-être les 2 choses les plus belles de ce livre, qui m'ont fait moi un petit peu frissonner aussi, la malchance, c'est-à-dire reprendre toutes ces superstitions. C'est que les marins sont particulièrement forts pour ça, compte tenu de ce qu'ils affrontaient. Mais là encore, en quoi, si on va les chercher, quel imaginaire ça révèle qui déborde le monde de la mer pour venir encore plus près de nous? Hypothèse numéro 9, la malchance. Il aura vu un albatros se poser sur l'eau.
Un rat quittait le navire, un perroquet se lissait les plumes, la flamme bleutait d'une bougie. Il aura oublié d'asperger la coque d'eau de mer et de champagne avant sa mise à l'eau, d'emporter un morceau de charbon dans sa poche, de fouetter le mousse, de prendre son émeraude ou son rubis, de porter sa bouche d'oreille en or, d'entailler un bouchon du filet, d'y glisser une pièce, de fixer un fer à cheval sur le grand mât, de placer une pièce d'or dessous, d'y suspendre la peau d'un bouc, d'accrocher de l'ail à la porte de sa cabine, de jeter une pièce d'argent au moment du départ, de chanter au large du Cap Horn, de cracher sur les filets. Il aura prononcé le mot chat, chien, lapin ou lièvre, corde, ficelle, prêtre, moine, chapelle, église, curé ou presbytère. Il aura entendu croasser un corbeau, crier un cormoran. Il aura touché un goéland ou une mouette. Il aura montré du doigt un arc-en-ciel. Il aura laissé monter à bord un avocat, une femme, un abbé. Il aura croisé un boiteux ou un bigleux avant d'embarquer. Il aura choisi une marraine enceinte ou mariée au moment de baptiser le navire. Il aura jeté de vieilles chaussures en quittant le port, retourné son bol par mégarde, porté ses bottes sur l'épaule avant de monter à bord, utiliser des boucles à pince, emporter des fleurs coupées, jouer aux cartes. Il aura laissé une bougie brûler jusqu'au bout, allumer une cigarette à sa flamme. Il sera passé sous une échelle, se sera assis sur un seau renversé, coupé les cheveux sur le bateau. Il aura pris la mer un mardi ou un vendredi, à la Chandeleur ou aux Saints Innocents, le jour de la Saint-Sylvestre. Il aura immatriculé le vaisseau de chiffres affûts plongeant vers la mer. Il aura sorti un noyé de l'eau. Il aura aperçu le Hollandais volant. Il aura sifflé. Il aura porté Marie dans ses prénoms de baptême. Et la liste symétrique qui vient tout à la fin, dans l'addendum numéro 2, mais vraiment comme une espèce de coda purement musical, c'est-à-dire les choses qui auraient été susceptibles de lui porter bonheur et de lui éviter le naufrage. S'il avait observé les araignées, les grenouilles, les oiseaux nocturnes, les chiens, les chevaux, les lièvres, les poissons, les loups, les rats, les souris, les lézards, les serpents, les chauves-souris, le vol et le chant des oiseaux, leurs os, s'il leur avait coupé la tête, prélevé le foie, s'il avait découpé leurs entrailles, examiné leurs omoplates brûlées, s'il avait rompu un bréchet de poulet nourri de grains une poule, s'il avait compté les écailles du plastron de la carapace d'une tortue, s'il avait écouté les coquillages, s'il avait écouté les cloches sonner, le chant du coucou, le croissement du corbeau de la corneille, s'il avait fait attention à ces bourdonnements d'oreilles j'en saute, s'il avait été sous la pluie, les orages, la foudre, s'il avait brûlé du charbon minéral des objets, s'il avait observé les oscillations d'un anneau, s'il avait tiré une flèche, s'il avait planté des épingles ou des aiguilles, s'il avait chauffé des bûches à l'aide d'une hache chauffée à blanc, fait fondre du plomb, s'il avait possédé un tamis, une boule de cristal, s'il avait conservé ses clés, s'il avait chauffé un fer au rouge, la lame d'une épée, observé le feu et les flammes, les cendres, et puis il y en a encore 2 autres pages, et ça finit par « s'il avait connu un sommeil hypnotique, s'il avait interprété ses rêves, s'il avait compté les nombres, s'il avait approché une question d'un événement fortuit, il aurait su quel danger l'attendait au large de l'île de Vanikoro. » Alors, j'ai plutôt tendance peut-être à choisir là pour présenter, parler. Vous savez, ça macère dans la tête. On a 2 lectures. Parce que franchement, c'est aussi fabuleux que regarde passer les gens. Mais c'est quoi la poésie du monde, la poésie de la carte, la poésie de l'aventure marine, la poésie de l'inconnu avec un rien au-delà. Moi, je prends des accumulations. La Robinsonade solitaire. Après avoir accosté le souvenir de Jules Verne, que ceux de ma génération portent tous, mais visiblement un James Chatton, l'ombre de Jules Verne est là aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on emmène sur une île déserte? Il aura récupéré à bord des épaves, des bordages, des planches, 3 coffres de matelot, un coffre de charpentier, 3 très bons fusils de chasse, 2 pistolets, quelques poires à poudre, un petit sac de menu plomb, 2 vieilles épées rouillées, 3 barils de poudre, 2 scies, des haches, des hachettes, un marteau, des pinces, des futailles, des feuilles de plomb laminées, un hamac, du fil à voile, une grande touée, une haussière, des ferments, une chaudière. Il aura fabriqué une double palissade, une petite échelle, une vaste tente, des sacs, des boîtes, des caisses carrées, une chaise, une table, un lit, une pelle de bois, une clôture, des chandelles, une lampe, un blutoir, des jaquettes, 3 casaques, etc., etc. Ce que je voudrais pas vous laisser croire, c'est qu'on soit seulement tout le temps dans ce genre de performance. On est dans l'enquête. Simplement, l'enquête, il n'y a que la langue qui peut la nourrir, et c'est seulement en poussant la langue, comme on ferait, vous savez, du sable, comme ça, et étaler et chercher le dessin que fait la langue, en la répondant comme ça, que on a un bout de réponse à l'enquête. Et le point de départ est peut-être le point le plus... Il se marre, il en fait l'exergue du livre. A-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse? Non. Quick, suivante.
sur cette légende qui veut que Louis XVI, quand on les menait à la guillotine, on était 8 ans après la disparition de la Pérouse, expédition qu'avait financée Louis XVI, et que la dernière chose qu'il ait demandé en montant à l'échafaud, ça a été ça. A-t-on des nouvelles de monsieur de la Pérouse? Ben voilà. On en a. Anne James Chatton, l'affaire La Pérouse, c'est chez POL. Toujours, elle regarde passer les gens chez Vertical. Et avec ce type-là, il se passe quelque chose dans notre pays littéraire. Mais oubliez, tout simplement, c'est un livre beau, magnifique, mais un livre de rêve, un livre de l'imaginaire. Et maintenant, on pensera différemment.